Donc bonjour, donc je suis Julien Grimblat, effectivement je suis cardiopédiatre, j'ai eu la chance de me former à Necker dans le service du professeur Bonnet et je suis actuellement donc doctorant à l'unité mixte de recherche 999 dont le directeur est le professeur Marc Imbert et je vais vous parler de génétique, phénotype et prédiction du risque dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Ma présentation va se dérouler sur le plan suivant. D'abord, on va discuter de la définition et des risques dans l'hypertension artérielle pulmonaire pédiatrique, et ce, dès le cathétérisme cardiaque droit. Ensuite, on va parler des paramètres hémodynamiques prédictifs de complications chez l'adulte, voir si on peut appliquer ces paramètres en pédiatrie, et ça, c'est un travail qu'on a fait à Necker. Et enfin, j'essaierai de discuter quand faire le cathétérisme chez ces patients. Et après, on parlera de génétique de l'hypertension artérielle pulmonaire, et je conclurai sur cette présentation. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'hypertension pulmonaire? Donc elle est définie au cathétérisme cardiaque droit par une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 20 mm de mercure. Le cathétérisme cardiaque droit permet de définir si elle est pré- ou post-capillaire. Il y a 5 groupes d'hypertension pulmonaire, on ne va pas tous les voir. On va parler d'hypertension artérielle pulmonaire, c'est-à-dire le groupe 1, qui est une forme précapillaire, donc définie par une PAPO qui est inférieure à 15 mm de mercure. Et des résistances vasculaires pulmonaires supérieures à 2 unités Wood. Comme vous voyez un peu dans la distribution, ça c'est chez l'adulte. Au final, l'HTAP qui est tout à gauche, c'est globalement pas la forme la plus fréquente et c'est plutôt dominé par les formes post-capillaires, c'est-à-dire du cœur gauche, et les pathologies pulmonaires chroniques, et en particulier l'hypoxie. Alors que si on regarde chez l'enfant, on voit qu'au final, les deux groupes principaux, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire et les pathologies pulmonaires du groupe 3. Alors, déjà, première complication par rapport à l'adulte, c'est faire un cathétérisme cardiaque droit. Ce n'est pas un geste anodin chez l'enfant, puisqu'on sait maintenant qu'il y a un risque de complication entre 3,5 et 6,2%, et ça même dans les centres experts. Et il y a un risque de mortalité qui est estimé aux alentours de 1%. Alors, les facteurs de risque de complication et donc qui permettent de prédire la complication au cathétérisme sont les suivants. Quand on regarde un peu sur cette analyse de la littérature, il y a le statut fonctionnel avec les patients en particulier en NYHA4, le fait de réaliser le cathé sous anesthésie générale, les prématurés et les enfants de moins d'1 an, le fait d'être sous hémodialyse et d'avoir une défaillance d'autres organes, et l'utilisation d'inotropes avant le cathétérisme, et enfin réaliser les cathétérismes dans un centre non expert. Et il y a le cathé permet aussi de prédire les complications. Et là, c'est une étude qui a été faite sur plus de 1000 adultes par l'équipe du KB, justement, qui retrouve que les paramètres hémodynamiques prédictifs de mortalité et ou de transplantation sont des nouveaux paramètres qui sont très peu étudiés chez l'enfant, en particulier le stroke volume index, qui est défini par l'index cardiaque divisé par la fréquence cardiaque, et la compliance de l'artère pulmonaire, qui elle est définie par le stroke volume divisé par la pression pulsée, mais aussi la pression dans l'oreillette droite. Et donc ça, c'est prédictif au premier cathé, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si c'est prédictif au second cathé, et effectivement, ça l'est aussi, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est les différentes courbes de survie de ces facteurs hémodynamiques. Maintenant, si on regarde un peu les recommandations chez l'enfant, alors bon, c'est un point de vue personnel, mais moi je trouve que c'est quand même un peu vague, c'est-à-dire que quand vous regardez le niveau de BNP ou de NT-proBNP, c'est significativement élevé, ce qui veut globalement pas dire grand-chose. Les facteurs d'échocardiographie ne donnent pas vraiment de valeur, c'est-à-dire un TAPSI qui baisse ou qui monte, mais bon, c'est pareil, ça peut rapidement varier le TAPSI comme vous le savez. Et si on regarde les valeurs hémodynamiques, qui sont donc en bas à droite, on voit que les patients dits à plus haut risque, ils sont définis pour des PVRI qui sont supérieurs à 20 unités Wood par mètre carré. Alors pour avoir récemment recueilli les patients de Necker depuis 2000, on en a trouvé 4, et globalement, ils ont quand même été transplantés, et on a quand même eu des décès malheureusement. Et vous voyez qu'on n'a pas les nouveaux facteurs prédictifs, en particulier le stroke volume index. Et en fait, la raison de sous-évaluation, entre guillemets, de ces valeurs hémodynamiques, c'est principalement parce que c'est basé sur des études qui sont un peu vieilles maintenant, et qui incluaient les patients Eisenmenger et les patients avec cardiopathie complexe, qui ont donc une physiopathologie qui est différente, et qui n'incluent pas le POTS de Shunt comme major endpoint. Donc on a deux questions au final pour ces KT. C'est d'une part, est-ce que les nouveaux paramètres hémodynamiques dans l'hypertension artérielle pulmonaire sont prédictifs de complications chez l'enfant? Et d'autre part, est-ce que les paramètres clinico-biologiques permettent de prédire l'évolution des valeurs hémodynamiques au KT afin de discuter si il y a un intérêt ou pas de faire le KT? Si au final il s'améliore cliniquement, on a envie de se dire qu'on ne va pas aller faire le KT puisqu'il va bien, alors que s'il s'aggrave, on a envie d'aller faire le KT pour être sûr qu'il s'aggrave. Donc on a essayé d'y répondre partiellement, d'y répondre en partie à Necker. Donc pour ça, on a inclus 71 patients avec hypertension artérielle pulmonaire.
sans traitement. Et on a trouvé que donc, les facteurs prédictifs de complications au premier KT, c'était la compliance de l'artère pulmonaire indexée, la pression dans l'oreillette droite et le stroke volume index et les résistances vasculaires pulmonaires indexées, comme vous pouvez voir, avec différentes valeurs seuil qui sont bien sûr discutables parce que c'est monocentrique, mais c'est quand même assez intéressant parce qu'on voit par exemple que les PVRI ici sont à une valeur largement moins importante que celle des recommandations. Et ensuite, on s'est demandé si au second KT, ces valeurs-là étaient aussi prédictives de complications. Et donc, on a vu que les PVRI, la compliance de l'artère pulmonaire indexée et la pression dans l'oreillette droite étaient aussi des facteurs prédictifs de complications que sont le POTS, la transplantation et le décès chez ces patients, avec les différentes courbes de survie au second KT. Donc, après avoir déterminé quel paramètre hémodynamique était important, on a voulu savoir s'il y avait une corrélation, comme je vous l'ai dit, entre l'amélioration clinique de ces patients et les valeurs hémodynamiques. Et on a trouvé donc 57 patients qui s'étaient améliorés au second KT contre 14 qui ne se sont soit aggravés ou qui ne se sont pas améliorés malgré l'introduction de traitements spécifiques. Et donc, ce qu'on voit, donc là, c'est les patients qui se sont améliorés. On voit qu'effectivement, tous les paramètres hémodynamiques se sont améliorés, comme vous voyez, avec les PVRI, l'index cardiaque un peu moins, mais la compliance de l'artère pulmonaire indexée, les PAPM, etc. Alors que chez les patients qui ne se sont pas améliorés, au final, leurs KT ne se sont pas améliorés. Et donc on pourrait se dire que l'histoire est finie, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, chez les patients qui se sont améliorés, on a quand même 70% des patients qui ont au moins une valeur à risque au KT, selon les valeurs qu'on a déterminées au second KT, c'est-à-dire qu'on avait soit des PVRI supérieurs à 6,3, soit une POD supérieure à 8 chez ces patients en particulier. Donc au final, la question, c'est quand faire le cathétérisme. Bien sûr, il faut essayer de la faire à baseline, c'est-à-dire au début, si les conditions le permettent, comme je vous en ai parlé. Il y a ces paramètres-là qui peuvent être prédictifs de complications. Et ensuite, on a deux choix. Soit le patient, il s'améliore, et donc dans ces cas-là, on est plutôt content. Soit le patient, il ne s'améliore pas, malgré l'introduction de traitement. Et donc, s'il s'améliore, il vaut mieux aller refaire le KT. Et ça, c'est assez contre-intuitif, c'est-à-dire qu'il s'est amélioré, mais il peut avoir quand même des valeurs hémodynamiques à risque. Et donc, si on ne fait pas le KT, on ne peut pas s'en rendre compte. Et ça, c'est en particulier vrai avec la vasoréactivité, puisqu'il y a certains patients qui étaient dits vasoréactifs au premier KT, et au second KT, ils ne l'étaient pas. Or, si on n'avait pas fait le second KT, on ne l'aurait pas vu. Alors que chez les patients qui se sont au final pas améliorés ou qui se sont aggravés après l'introduction du traitement, aller faire le KT, ça n'a pas forcément d'intérêt puisque vous allez savoir qu'il aura une valeur hémodynamique à risque et donc qu'il ne s'est pas amélioré. Donc là, maintenant, je vais vous parler de génétique de l'hypertension artérielle pulmonaire, en particulier initialement des difficultés de classification en pédiatrie avec l'exemple de la dysplasie alvéolo-capillaire. Et je vais vous montrer l'évolution de la génétique qu'on a eu un écart enfant malade et l'intérêt de la génétique pour la prédiction du risque, en particulier l'exemple de BMPR2 qui est le gène le plus connu et l'intérêt de la génétique pour la thérapeutique. Alors, la dysplasie alvéolo-capillaire, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une maladie assez rare. Donc, ça s'appelle dysplasie alvéolo-capillaire avec mésalignement des veines pulmonaires. Ça se présente typiquement par une hypertension pulmonaire persistante du nourrisson. Ça peut être associé avec des malformations digestives et des troubles de la latéralisation dans 50% des cas. On a une radio normale et le gold standard pour le diagnostic, ça reste quand même encore et toujours la biopsie pulmonaire. Et récemment, donc ça fait 10 ans à peu près, il y a une identification du gène FOXF1 qui a été en fait retrouvée dans 60% des cas de dysplasie alvéolo-capillaire. Et donc l'identification de ce gène a aussi permis de diagnostiquer des formes chez des patients plus âgés. Et ça, c'est simplement quelques images de biopsie, mais si vous regardez globalement, là, il y a une artère pulmonaire remodelée avec une veine qui n'est pas du tout au bon endroit puisqu'elle ne devrait pas être à côté de la bronche et qui est très dilatée. Et pour vous montrer un peu la difficulté de classification, c'est-à-dire qu'on peut se dire que c'est une hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né, donc on va dire que c'est un groupe 1, c'est de l'hypertension artérielle pulmonaire, mais il y a quand même une atteinte parenchymateuse, donc on peut se dire que c'est un groupe 3, c'est-à-dire une hypertension pulmonaire due aux pathologies pulmonaires, ou alors comme il y a une forme génétique, on peut la mettre dans les hypertensions artérielles pulmonaires héritables, mais ça peut aussi être associé aux cardiopathies complexes, donc on peut le mettre dans le groupe 1, et donc c'est vraiment très, très difficile de classifier certains syndromes en pédiatrie qui développent de l'hypertension pulmonaire. Et ça, c'est des lésions plus typiques d'hypertension artérielle pulmonaire. Et comme vous pouvez le voir, donc, dans cette lésion dite en peau d'oignon, on n'a pas de veine complètement dilatée et associée. Et c'est pareil ici sur une artère pulmonaire de plus gros calibre qui est remodelée. Alors, maintenant, je vais vous parler de génétique dans l'hypertension artérielle pulmonaire pédiatrique. Donc, d'abord, il faut quand même le revoir parce que c'est quand même assez important. On parle d'hypertension artérielle pulmonaire irritable
pour les cas d'hypertension artérielle pulmonaire familiaux avec le syngène identifié ou les cas sporadiques avec identification d'un variant pathogène. Et donc variant pathogène, ça veut dire groupe 4 ou groupe 5 de la classification. Et ça, c'est quand même assez important de ne pas l'oublier parce qu'un groupe 3, c'est variant de signification inconnue et on ne peut pas dire que le patient a une hypertension artérielle pulmonaire héritable. Et donc, il y a pour le moment 17 gènes retrouvés dans l'hypertension artérielle pulmonaire héritable, 12 avec valeur sûre et 5 qui sont en cours d'investigation ou qui nécessitent confirmation, avec en particulier la voie du TGF-bêta et les gènes BMPR2 dont on va un peu reparler par la suite. Et si on regarde en pédiatrie, déjà il y a globalement peu d'études sur la génétique de l'hypertension artérielle pulmonaire héritable, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une prédominance des gènes BMPR2, mais chez les patients avec cardiopathie congénitale jusque-là, c'est-à-dire comme on a parlé, M. Bonnet par exemple, un patient qui a 2 ans, une CIA et une HTAP, on les classifiait comme Eisenmenger en se disant il n'y a pas de mutation génétique retrouvée, et vous allez voir que c'est un peu différent, notamment avec les gènes du développement. Ça a commencé avec cette étude espagnole, et puis je vais vous montrer ce qu'on a trouvé à Necker. Il y a aussi plusieurs syndromes génétiques qui peuvent s'associer à l'hypertension pulmonaire en pédiatrie. Donc ça, c'est différents exemples avec une étude américaine et une étude hollandaise. Et donc quand vous regardez l'étude hollandaise, on voit que c'est quand même assez varié. Outre les gènes classiques de l'hypertension artérielle pulmonaire héritable, on a aussi des syndromes de chuvage, des déficits en cobalamine, et on va en reparler, des patients avec trisomie 21. Et si vous regardez en détail, ça c'est chez les Américains, on voit que les patients, par exemple, avec trisomie 21, ils peuvent être du groupe 1, donc HTAP héritable, comme on a parlé, du post-capillaire, dû à une pathologie pulmonaire ou une physiopathologie plus complexe, et c'est un peu la même chose avec tous les syndromes génétiques sous-jacents. Donc maintenant, si on regarde un Necker, ça c'était une étude qui avait été faite par Marilyn Levy en 2016 qui incluait des patients de 2009 à 2013. On voit qu'il y avait globalement à peu près un tiers des patients qui avaient une composante génétique dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Et on a repris tous ces patients, et donc depuis 2000 et de 2000 à 2023, et on voit qu'on a maintenant à peu près la moitié des patients, et je vais vous montrer ça de manière un peu plus illustrative, ont une composante génétique, que ce soit dans les gènes de l'HTAP, mais aussi dans les syndromes génétiques sous-jacents. Et ça, c'est pour vous montrer aussi à quel point ça a évolué assez rapidement quand même. C'est que là, dans l'étude de Marilyn, donc si vous regardez ici, type cardiopathie congénitale associée à l'HTAP, on n'avait aucun gène retrouvé. Et si on regarde maintenant, c'est notre cohorte actuelle, on voit qu'il y a quand même au total une quinzaine de cardiopathies congénitales qui peuvent être plus ou moins complexes, que ce soit un canal artériel persistant, une communication interartérielle, mais aussi des syndromes de coarctation qui ont une HTAP associée à cette cardiopathie congénitale. Et donc, c'est des patients qu'on pouvait potentiellement classer comme Eisenmenger, où on se disait que c'était un peu une physiopathe un peu différente, et au final, on se dit que c'est peut-être dû à des mutations dans les gènes connus, avec en particulier la place de SOX17, qui est un des gènes du développement et qui a été découvert très récemment et qui est déjà la deuxième mutation la plus fréquente retrouvée dans notre cohorte. Maintenant, on a aussi plusieurs syndromes génétiques sous-jacents qui sont associés à l'hypertension pulmonaire. Encore une fois, plusieurs cardiopathie congénitale associées, qui peuvent être plus ou moins complexes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les patients ils peuvent développer une hypertension pulmonaire qui est le mode d'entrée de la maladie, puis on se dit qu'ils sont un peu dysmorphiques, qu'ils ont un petit retard mental ou qu'il y a des choses qui sont extracardiaques et pas habituelles, et donc ils rentrent dans un bilan génétique, ou alors le bilan génétique est déjà connu, c'est-à-dire que c'est une cardiopathie qui a été traitée dans l'enfance et qui développe une hypertension pulmonaire lors de l'évolution de la maladie. Et alors ça, c'est vraiment un but illustratif, parce que c'est très biaisé, mais c'est juste pour vous montrer vraiment l'importance de la génétique maintenant. Si on regarde, ça c'est l'étude de Marilyn, où on avait globalement 20% de patients qui avaient un gène retrouvé dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Et si on regarde chez nous, on a globalement un tiers des patients qui ont soit un gène de l'hypertension pulmonaire, et à peu près 16% des patients qui ont un syndrome génétique associé à l'hypertension pulmonaire. Et donc ça fait dans plus de la moitié des cas, on a une composante génétique dans l'hypertension pulmonaire, sachant qu'il y a aussi des patients qu'on n'a pas pu tester parce qu'on n'a plus les prélèvements. Et donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi faire de la génétique dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Et donc ça, c'est l'exemple de BMPR2 qui, comme je vous l'ai dit, est le gène le plus fréquemment muté dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Et en fait, ça a été montré récemment. On sait maintenant que les patients avec mutation BMPR2 sont à risque de développer une hypertension artérielle pulmonaire plus jeunes,
mais elles sont aussi plus graves, avec un risque de mortalité et de transplantation qui est bien plus élevé que dans les autres formes d'hypertension artérielle pulmonaire. Et les connaissances sur le gène BMPR2 ont été poussées à un point qu'on sait maintenant que les patients, puisqu'on a pu dépister les familles en sachant qu'il y avait un gène BMPR2 qui avait été retrouvé, on sait maintenant que les patients avec mutation BMPR2, ils ont un risque de développer une hypertension artérielle pulmonaire de 2,3% par an, qui est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Et on sait maintenant, alors en tout cas c'est ce qui est fait chez l'adulte, c'est moins vrai chez l'enfant, mais par exemple les patients avec mutation BMPR2 vont aller beaucoup plus vite vers la trithérapie antihypertensive que les patients sans ce variant. Et ils vont être beaucoup plus surveillés et ça permet aussi de surveiller la famille et de dépister plutôt l'HTAP. Ensuite, il y a aussi un intérêt de la génétique pour les nouvelles cibles thérapeutiques. Alors bon, ça, je vais parler brièvement de la physiopathologie, mais globalement, donc on a ici BMP9, BMP10, qui peuvent aussi être retrouvés mutés dans des cas d'hypertension artérielle pulmonaire, qui sont des ligands sécrétés par le foie et le cœur, qui se lient à un hétérotétramère qui est formé par BMPR2 et ACVRL1. ACVRL1 qui, dans 99% des cas, quand il est muté, donne des rendus osculaires, et dans 1% des cas, des HTAP. Et donc, le fait que le ligand vienne se fixer, ça va phosphoryler les voies des SPAD 1, 8 et 9 et entraîner des mutations au niveau nucléaire. Et donc, toute cette voie-là, globalement, il y a une mutation qui a été retrouvée dans les cas d'hypertension artérielle pulmonaire. Et c'est une voie qui est très dysfonctionnante dans l'HTAP, puisque le fait qu'il y ait un phénotype pro-prolifératif dans l'hypertension artérielle pulmonaire fait que les vaisseaux sont obstrués par des cellules musculaires lisses auxquelles s'associe une dysfonction endothéliale. Et le fait de connaître cette voie a permis d'initier un traitement qui est le sotatercept, qui est un traitement antiprolifératif qui a donné lieu à 2 publications dans le New England dans la dernière année, qui montre une amélioration très importante chez les patients avec hypertension artérielle pulmonaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le fait de contrer cette voie fait que les patients développent, certains patients développent des syndromes du rendu osculaire, avec notamment des télangiectasies et des saignements et des épistaxis répétés. Donc ça, c'est un des exemples. Maintenant, si on regarde un peu notre cohorte, on voit qu'on a plusieurs rassopathies, avec notamment des mutations dans PTPN11 et NF1. Et donc, on voit que ça peut être différentes voies thérapeutiques de cibles intéressantes, puisque les rassopathies ont plusieurs traitements connus. Et ça, c'est un exemple qui est plus expérimental, mais donc la mutation du gène VHL qui donne un syndrome de chuvage, c'est-à-dire une polyglobulie, avec certains patients qui vont développer une hypertension pulmonaire. Il y a eu un modèle de souris qui a été fait récemment de ce syndrome, où les souris développent l'hypertension pulmonaire et la polyglobulie. Et le fait de traiter le syndrome de chuvage a permis d'améliorer à la fois la polyglobulie et l'hypertension pulmonaire chez ces souris. Donc ça, c'est très expérimental. Et maintenant, je vais vous montrer un dernier exemple qui est un peu plus concret, qui est le déficit en cobalamine. Donc c'est un tableau qui est assez difficile et qui est assez traître, mais ça se présente typiquement par un tableau d'hypertension pulmonaire associé à une microangiopathie thrombotique chez des patients qui ont une insuffisance rénale importante, avec parfois un retard mental. Et si vous regardez un peu le scanner, on peut se dire que ça ressemble à la maladie véno-occlusive pulmonaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, bon, alors je dis traitement du syndrome génétique sous-jacent, c'est globalement la supplémentation. Mais la supplémentation en vitamine B12 et en carnitine notamment permet d'améliorer les patients et de faire disparaître l'hypertension artérielle pulmonaire dans certains cas. Et donc ça, c'est l'exemple que j'ai trouvé le plus concret, où on voit l'évolution du KT, puis à partir de la supplémentation, vous voyez que les pressions artérielles pulmonaires moyennes passent de 49 initialement à 32. Donc si je conclus, je dirais qu'il y a un intérêt de nouveaux facteurs pronostiques hémodynamiques qui doivent être confirmés chez l'enfant. Il faut bien évaluer les indications du cathétérisme cardiaque droit et bien le faire dans des centres experts. Le faire sous anesthésie générale, c'est quand même s'exposer à plus de complications, et puis bien peser le pour et le contre, évidemment. Il y a une nécessité d'une approche pluridisciplinaire dans l'hypertension pulmonaire pédiatrique, avec une évaluation génétique systématique. Et bon, j'espère que je l'ai montré, il y a une importance de la génétique pour prédire le risque, pour l'information des patients, bien évidemment, mais aussi pour mieux les traiter. Enfin, bon, je remercie M. Bonnet, Marilyn Lévy et l'équipe du KT de Necker pour m'avoir donné l'opportunité de présenter ici, puis de faire des travaux aussi intéressants. Mélanie Ariès, qui est notre généticienne à la Pitié, et l'équipe du KB. Voilà, merci beaucoup de votre attention.